Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mecapod. Épisode un peu spécial puisque j'ai eu le plaisir d'accueillir mon ami Lionel au cours d'un échange, une sorte de petite interview, où on a eu le plaisir de discuter dans un petit bar en Suisse, puisque je vis proche de ce pays et que Lionel, mon ami, y vit. Vous m'excuserez pour le bruit ambiant, parce qu'on a fait cette petite interview dans un bar qui était plutôt bien rempli. Donc c'est vrai il y a pas mal de bruit par rapport à d'habitude, ou par rapport à l'intro là que je suis en train de faire. Le bruit malgré la fonction réduction de bruit des micros que j'avais activée. Donc voilà, il s'agit du premier épisode d'une série où j'accueillerai éventuellement des passionnés afin qu'ils partagent leur vision, leurs expériences et leurs passions du monde automobile, de la moto, etc. avec vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce type d'épisode ou alors si vous voulez participer à un échange avec moi. Donc je vous souhaite un bon épisode et je vous retrouve à la fin pour un petit commentaire final. Bienvenue dans votre rendez-vous avec un passionné sur Mecapod. Bonjour Lionel, bienvenue dans Mecapod. Je vais te présenter si tu le permets et je te laisserai éventuellement rectifier ou modifier ou ajouter des infos si tu juges que c'est nécessaire. Donc tu es Lionel, tu as 30 ans, bientôt marié, tu as fait des études d'ingénieur, pardon, et on se trouve dans ton magnifique pays qui est la Suisse, d'où ton magnifique accent que les auditeurs pourront écouter bientôt. Donc tu es passionné de véhicules en tout genre, voitures, motos, modélisme, qui roulent ou qui volent. On s'est connus tous les deux il y a quelques années lors de ton intégration dans une entreprise dans laquelle j'étais formé. Tu es responsable d'un service technique pour une entreprise américaine de moto où tu gères des problèmes techniques et les développements techniques du réseau. Tu fais aussi du sport comme de l'escalade et du running, si je dis pas de bêtises. Voilà. Est-ce que cette présentation, elle te Absolument. convient ou est-ce que Tu, tu as tu, envie des choses tu à as rajouter? couvert toute ma vie en l'espace de 20 secondes. Magnifique. Écoute, j'ai préparé quelques petites questions pour toi, parce que ça reste le principe d'une petite interview. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ta carrière, en commençant par éventuellement tes études? Absolument, avec plaisir. Alors, je pense que je peux commencer suite à l'école obligatoire. Donc après ça, en fait, je m'intéressais beaucoup au fonctionnement de mon environnement. J'avais une passion à démonter les choses et puis à comprendre les mécanismes. Et ça m'a amené à démarrer ce qu'on appelle en Suisse un certificat fédéral de compétences, un CFC, dans le domaine de l'automobile, ce qui correspond en France au bac AVA en spécialisation automobile. Donc j'ai fait ça avec une maturité intégrée. Et durant 4 ans dans une école, du coup, j'ai pu apprendre l'entretien, la mécanique et l'état de l'art de tout ce qui est automobile. Et juste pour nos auditeurs français ou d'autres pays, la maturité, c'est quoi? La maturité, en fait, c'est une addition qui est faite au cursus de base en technique. On voit des matières un peu plus académiques et ça nous permet de faire le pont envers des études potentiellement après si on décide de faire un bachelor ou ce genre de choses ensuite. D'accord. Voilà, donc en l'occurrence, j'ai bien fait de le faire parce que suite à ça, étant toujours passionné, ayant faim d'apprentissage, j'ai suivi dans 3 années en bachelor en technique automobile. Donc là, c'était très intéressant. J'étais à une ville qui était à la frontière entre la partie francophone et germanophone de la Suisse, la ville s'appelant Bienne. Et puis, dans cette ville, du coup, j'ai fait des études de tout ce qui s'apparente à l'automobile, donc un peu d'hydraulique, un peu d'aérodynamique, toutes ces choses qu'on peut imaginer autour. Et j'ai fini par me spécialiser dans la conception de véhicules. Super. Et elle te vient d'où cette passion de l'automobile et de la mécanique? Alors, comme mentionné avant, j'ai toujours aimé comprendre mon environnement, trouver les petits mécanismes qui sont cachés derrière des boîtes en plastique, etc. Et puis, je fais partie de la génération Need for Speed, de la génération Fast and Furious, donc j'étais fasciné par ces voitures qui, dès qu'on appuie la pédale, accélèrent, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par ce type de technologie. Et puis, c'est dans cette mesure-là que j'ai commencé mes formations et puis que j'ai vraiment trouvé en fait de l'adhérence dans cette passion d'apprendre en fait comment fonctionne une transmission, un moteur, etc. Ok, cool.
Écoute, même génération, hein, Need for Speed, Fast and Furious. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes travaux? Donc tu disais master, donc c'est des travaux d'ingénieur, c'est ça? Est-ce que Absolument. tu peux nous parler un peu d'éventuellement ce que tu as étudié ou ce que tu as développé durant ces années d'études en ingénierie? Alors, tout à fait. Alors, pour reprendre avec le CFC équivalent bac AVA, là, il y avait un certain nombre de travaux pratiques, notamment de démontage complet moteur, mise sur banc du moteur, etc. Donc, il faut faire fonctionner un moteur en dehors d'une voiture. Euh, Suite à ça, dans la partie bachelor en technique automobile, j'ai travaillé en collaboration avec une entreprise suisse pour faire une étude de projet sur un tricycle électrique. Le projet étant de fournir une solution alternative à tous ces véhicules d'autant très connus par exemple sur le marché indien, avec une alternative électrique facile pour par exemple remplacer les batteries, remplacer le train roulant. Suite à ça, j'ai complété cette formation aussi avec un master en management de l'innovation qui a duré 2 ans. Et dans celui-ci, en fait, j'ai pu faire une étude de faisabilité pour une start-up régionale qui cherchait à faire du tri des déchets. Donc là, c'est complètement différent, mais l'intérêt était que je représentais la partie ingénierie dans mon équipe en collaboration avec une autre personne venant d'un cursus économie et une autre personne venant d'un cursus marketing. Ah, super intéressant. Et du coup, vous avez développé quelque chose pour ce marché indien, un véhicule ou quelque chose comme ça? Alors pour le véhicule électrique, au final, on a présenté un dossier avec un rendu 3D complet du véhicule et entre guillemets le comportement routier, comportement performance, autonomie, etc. Et puis suite à ça, l'entreprise a jugé que c'était trop compliqué à cette époque-là d'attaquer le marché indien. Donc c'est un projet qui a été mis dans leur entre guillemets historique sur lequel ils se baseront pour faire une reprise. À savoir que la marque produit actuellement pas des coupés, mais des petits véhicules comme sur châssis, un peu comme Ariel Atom, mais électrique, avec en tirant profit de la légèreté avec le moteur électrique qui fournit beaucoup de couple. Ok, ah super. Écoute, c'est super intéressant. Et tu conduis quoi aujourd'hui alors? T'es en mode Fast and Furious ou pas encore? Alors je me suis un peu calmé de ce côté-là parce que les belles voitures c'est quelque chose, mais après il faut qu'elles soient pratiques pour le quotidien. Je me suis découvert une passion pour la propulsion avec tout ça, vu que pour moi c'est les voitures qui sont les plus drôles à conduire. Donc j'ai commencé ma carrière d'automobiliste avec une BMW E36 318 IS. Donc c'était une voiture très très chouette. J'ai roulé quelques années, après la rouille m'a rattrapé et puis manquant de place pour travailler sur le véhicule, je l'ai revendu à un ami qui possède un garage. Donc suite à ça, je suis resté chez BMW étant un grand fan du moteur 6 en ligne. Donc je me suis procuré le tout dernier atmosphérique que la marque a sorti, à savoir un break E91 en 325i, donc avec le 6 cylindres en ligne atmosphérique. Moteur magnifique, beaucoup de plaisir sur cette voiture que je roule encore au quotidien. En parallèle, j'ai une moto, je roule une Triumph. Comme ça, je suis toujours en multiple de 3, donc une Street Triple de 2016. Très jolie moto que j'ai pu emmener sur circuit l'année passée. Cool. Beaucoup de plaisir de nouveau. Et puis finalement, je suis en train de m'intéresser de très près aux Corvettes, qui est un peu le véhicule qui m'a mis dans la passion automobile dans mes jeunes années. Ça allait être ma question. Quel était ton véhicule préféré? Bon, on a la réponse du coup. Une Corvette, laquelle précisément t'apprécies le plus particulièrement? Alors j'ai un affect pour les C6, à savoir que quand j'étais petit et que je commençais à découvrir et à apprendre le monde automobile, je me suis retrouvé avec ma famille plusieurs fois au salon de l'auto sur le stand où les Corvettes C6 étaient présentées et j'y attache une affection personnelle du coup. Le fameux salon de l'auto de Genève, qui est un salon très réputé, auquel j'ai pu le visiter aussi de nombreuses fois. C'est vraiment un des plus beaux salons d'Europe à l'époque, qui aujourd'hui malheureusement ne se fait plus. Très, très, très dommage, mais c'est comme ça. En tant que du coup professionnel de l'automobile, quel est ton avis, j'ai envie de dire, sur l'évolution de l'automobile? Et puis du coup, comme tu es motard, ça sera la question suivante, du monde de la moto. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution de l'automobile déjà? Alors de manière générale, quelque chose que j'ai pu ressentir, c'est que les normes évoluent très très vite. On peut voir les gaps temporels entre les différentes évolutions des normes euro, par exemple, pour l'Europe.
C'est vrai. ce qui met beaucoup de pression du côté des constructeurs, ce qui veut dire que les constructeurs doivent développer beaucoup de nouvelles technologies. Elles sont forcées, par exemple, à l'image du 600 lignes atmosphériques chez BMW, d'abandonner certaines motorisations. Euh, étant un éternel nostalgique, moi j'ai tendance à voir ça un peu comme une perte, mais il faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on abandonne une technologie, on en développe une nouvelle qui mettra un certain temps à maturer. Et puis, étant quand même un fan du moteur à combustion, je suis très intéressé de voir ce que vont donner tous les investissements dans la motorisation électrique. Même si je pense que ça ne sauvera pas le monde, que ça ne sauvera pas l'automobile, mais je pense que c'est une technologie qui vaut la peine d'être développée. Et du coup, je dirais pour résumer qu'au niveau automobile, c'est une période de gros challenge parce qu'on veut beaucoup de technologie très rapidement pour être concurrentiel. Et d'un autre côté, les motorisations doivent évoluer très vite, alors que tous les passionnés le diront, chaque véhicule a tendance à s'aseptiser avec le temps c'est pour ça qu'on est toujours un peu passionné sur les anciens véhicules, ce petit côté historique. C'est assez vrai. Et du coup, la moto, parce que du coup, tu disais que tu étais motard, donc qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution du deux roues dans sa globalité? Alors je pense que ça dépend beaucoup de l'intérêt que chacun a pour la moto. Moi, ce qui me passionne dans la moto, entre guillemets, c'est la simplicité, le fait d'avoir littéralement le moteur entre les jambes, d'être assis sur idéalement 200 kilos de métal, donc avec des moteurs qui ont des performances modestes vis-à-vis des performances automobiles, d'avoir du plaisir de conduite quand même assez élevé. Donc je dirais que les motos modernes sont très intéressantes au niveau technologique, mais c'est pas forcément ce que je recherche, d'avoir ce qu'on peut voir maintenant, des caméras qui enregistrent, des écrans tactiles, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je me suis arrêté à 2016 avec ma Triumph. C'est une moto avec laquelle on a un bon ressenti, qui a une belle partie cycle, mais je reste toujours proche des évolutions technologiques parce que c'est intéressant. C'est juste pour l'instant, je ressens pas le besoin d'aller dedans. Je pense aussi que la moto traverse une période de crise, étant donné que les Chinois attaquent nos marchés européens. On avait KTM, on a toujours Ducati, etc. qui sont très très actifs dans la pointe de la technologie, dans la performance. Et là, on a les Chinois qui commencent gentiment à se rapprocher de très très près avec des modèles performants à des tarifs très très intéressants. Donc, je suis très intéressé de voir ce qui va se passer ces prochaines années au niveau des différentes gammes que les constructeurs proposent. Ouais, effectivement, ouais, je pense que ça va être intéressant de voir un peu l'évolution et la tournure que les événements vont prendre avec l'arrivée des marques asiatiques en général et puis l'évolution des motorisations, etc. Je fais une transition. Quel est t'en as déjà un petit peu parlé, mais quelle est ton opinion ou ton avis global, on va dire, sur tout ce qui va être l'électrification et l'hybridation des véhicules? On voit mon épisode précédent, oui, l'épisode 11, qui parlait de l'hydrogène. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup, de ces nouvelles technologies, de l'hybride, des véhicules électriques, etc.? Alors, mon opinion là-dessus, c'est que chaque technologie amène son nombre d'avantages et son nombre d'inconvénients. Pour citer rapidement une comparaison moteur thermique, moteur électrique, l'électrique a un rendement fonctionnel bien plus élevé que le moteur thermique, mais on va vite être limité si on a beaucoup de kilomètres à faire. Par exemple, en tant que représentant technique, les journées où je fais 500 kills pour aller rencontrer plusieurs intervenants, ça peut rapidement être compliqué si on a un véhicule électrique et qu'on est limité à des bornes de recharge qui nécessitent plusieurs heures. Donc toujours une pondération, avantage, inconvénient, utilisation du client final, entre guillemets. Pour moi, quand on voit les avancées au niveau des véhicules thermiques, dans les années 90, on avait des véhicules qui consommaient à puissance équivalente pas loin de, qu'est-ce qu'on peut dire, 10-12 litres au 100. On regarde maintenant, on arrive à descendre aux alentours des 6-7. On voit qu'il y a eu une réduction de la consommation drastique. Donc pour moi, c'est une technologie qu'il ne faut pas abandonner, mais qu'il faut perfectionner. L'hybridation pour moi c'est le pas suivant, même si je reste un passionné de la voiture manuelle, donc évidemment l'hybride à partir du moment où le moteur n'est pas en connexion directe avec les roues ne permettra pas d'avoir de motorisation manuelle, mais l'hybride est très intéressante parce qu'on compense un gros manque sur les voitures thermiques, c'est que l'hybride va permettre de récupérer de l'énergie au freinage, alors qu'une voiture thermique simple va freiner avec le système de freinage à disque ou tambour et tout dissiper en chaleur. Donc ça c'est de l'énergie gaspillée. Ouais. Finalement, pour l'électrique est très intéressante par rapport au fait qu'on puisse avoir un rendement très élevé, très peu de chaleur est dégagée par le moteur, aussi qu'on récupère beaucoup d'énergie sur les freinages.
Le seul problème qu'on peut avoir avec cette technologie, c'est les batteries actuellement, qui, pour moi, la technologie de stockage n'est pas encore arrivée à maturation. D'un autre côté, pour qu'elle arrive à maturation, il faut des investissements, donc il faut qu'elle prenne une part de marché, ce qui du coup me semble pas complètement insensé. Et puis finalement, ce qui définira si une voiture électrique est écologique ou pas, tout simplement, ça sera d'où provient l'électricité. Si elle est produite par des centrales nucléaires, des panneaux solaires ou des énergies renouvelables de ce style, on peut considérer ça comme une plus-value. Si on habite dans un pays où l'énergie est produite par des centrales thermiques, là on peut quand même commencer à évaluer le bilan écologique du véhicule. Si je peux ajouter une touche personnelle là-dessus, vu que je m'intéresse de près également à la politique, par rapport à ça, où il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'investissements, et puis même certaines lois qui ont été votées au niveau des différentes motorisations. Je sais que la politique est un fer de lance pour l'action des constructeurs et puis l'action du marché. Je pense juste qu'actuellement, on est un tout petit peu trop binaire avec ça, à dire qu'il faut renouveler tout le parc avec de l'électrique, avec une technologie qui, pour moi, a besoin encore de quelques années pour maturer. Pour moi, c'est vraiment une situation dans laquelle chaque type d'énergie doit, entre guillemets, se partager le marché en fonction des utilisations. Quelqu'un qui fera que de la ville peut rouler avec un véhicule électrique. Quelqu'un qui habite dans une maison individuelle peut profiter d'une station de recharge à la maison. Ça devient tout de suite plus compliqué pour des personnes qui roulent beaucoup ou pour des véhicules utilitaires. Idem pour l'hydrogène, le rendement écologique dépendant de comment est-ce que l'hydrogène a été produit. Mais beaucoup de solutions très intéressantes au niveau de l'impact écologique commencent à se présenter. Je suis très curieux et je suis content que le monde prenne des investissements en fait pour développer ce genre de technologie. Ouais, je suis assez d'accord avec ton opinion là-dessus sur l'évolution, l'électrique, l'hydrogène, l'hybridation. Je pense que au lieu d'avoir un système, on va dire tout électrique ou tout hybride, je pense que l'idéal c'est la cohabitation de tous les systèmes, que ça soit du thermique, de l'électrique, de l'hybride, de l'hydrogène, et puis éventuellement d'autres technologies qui pourraient arriver, on ne sait pas, on espère. Donc je suis assez d'accord avec ça par rapport à ça. Allez, on va revenir sur du un peu plus personnel. Est-ce que tu as un meilleur souvenir en tant que technicien, un truc incroyable qui te serait arrivé en tant que technicien? Alors j'ai beaucoup d'histoires. Disons que les vrais souvenirs que j'ai sont rarement les bons souvenirs parce que les bonnes expériences sont des passages dans la vie, alors que les mauvaises expériences sont des apprentissages. Ouais, ça allait être ma question suivante. Quelle est ta plus grosse galère ou éventuellement une anecdote assez drôle? Si j'ose rebondir directement sur la plus grosse galère, je me souviens quand j'étais en apprentissage et du coup avec une connaissance limitée des technologies embarquées, etc. Donc en train d'apprendre, on avait l'occasion on devait avoir, moi je devais avoir 17 ans et puis mon collègue 18. On avait pris un véhicule équipé d'interrupteurs de panne pour aller rouler et pendant le roulage activer certaines pannes pour essayer de se rendre compte de manière dynamique comment la panne impacte le véhicule. C'est vraiment super ça. C'était super intéressant. C'était un Ford C-Max très rigolo. Et je me souviens qu'on a activé deux pannes en même temps. Maintenant que j'y pense, j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Mais les deux pannes activées étaient CAN bus alimenté directement par le plus, CAN bus directement alimenté par le moins. Autant dire qu'on a fait cramer tous les boîtiers sur le véhicule et puis qu'à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé sur la route, sur un endroit où on pouvait pas s'arrêter sur le bas-côté, avec un véhicule avec toute l'électronique qui avait brûlé. Et puis on a dû appeler un professeur pour qu'il vienne nous chercher avec un véhicule. Petit ajout à l'anecdote, il fallait quelqu'un dans le véhicule qui allait être tracté, puis quelqu'un avec le professeur qui venait nous chercher. J'ai passé tout le roulage avec le professeur. Et autant dire que l'ambiance était compliquée. J'imagine, ouais. Quand on crame tous les modules sur un véhicule, ça commence à faire un peu de chiffres en termes de réparation. Voilà. Donc, puis un bon petit court-circuit là-dedans, ça pique. Du coup, une anecdote drôle, du coup une autre, parce que celle-ci, elle est déjà pas mal. Éventuellement, une anecdote drôle qui aurait pu t'arriver dans ta carrière, un truc vraiment un fait marquant. Alors, qu'est-ce que je pourrais te sortir drôle? Ah oui, j'ai une bonne anecdote aussi. Dans un garage dans lequel, pendant mes études, en fait, j'ai profité du fait que j'étais diplômé en tant que mécanicien pour travailler pendant l'été, faire quelques revenus puis pouvoir assurer et rouler une moto à l'année. Hornet 600 d'ailleurs, Honda. Donc si un jour t'es motivé par un épisode, je le dégusterai avec grand plaisir. Impeccable. Et du coup, pendant cette période, j'avais travaillé dans un garage avec un client qui, c'est toujours un peu le problème, la communication client, comment on lui interprète la panne et comment nous, est-ce qu'on va la diagnostiquer après. Et le client se plaignait d'un véhicule qui avait des pertes de puissance.
Alors, en l'occurrence, j'ai pris le véhicule et puis là sur cet essai-là, c'était incohérence complète. Très très bon apprentissage d'ailleurs pour ma carrière. C'est-à-dire que je roulais le véhicule et dès que je prenais une bosse ou quelque chose comme ça, en effet, il y avait une perte de puissance. Mais au-delà de la perte de puissance, les contours s'éteignaient et fait intéressant, les vitres se baissaient sans avoir effectué aucune commande. Et puis, j'étais encore jeune dans ma carrière, donc j'ai commencé à faire mon diagnostic, chercher des fusibles, etc. Le résultat était que le client avait changé de batterie par lui-même, avait remonté une cosse de la batterie à moitié, et du coup, en fait, chaque choc provoquait une légère déconnexion, ce qui mettait un peu l'électronique de cette rover, donc c'était une rover de 95, donc vieille électronique, ce qui provoquait en fait une panique dans tous les boîtiers et puis tous les symptômes mentionnés. Ah ouais. Donc c'est un de ces cas où tu passes beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe, Ouais. mais au final la résolution est assez rapide. Avec une explication hasardeuse du client, et etc. Ouais, C'est ça. Faut toujours c'est interpréter. Ça, c'est le côté ça. un peu psychologue de notre métier. Cool, bah écoute, vraiment super. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette interview, peut-être approfondir quelque chose ou un commentaire différent ou quelque chose là-dessus? Bah écoute, je crois que j'ai dit j'ai dit les raisons de ma passion. Peut-être quelque chose qu'on pourrait ajouter pour les personnes intéressées à s'engager dans ce métier. Donc euh, c'est un métier passionnant, vraiment passionnant, hein. Moi, je me suis engagé là-dedans parce C'est que vrai, ouais. je réfléchissais, je pensais voiture. Moi, je voulais comprendre pourquoi dans Need for Speed la M3 GTR elle faisait Borum et puis la Corvette elle faisait Brom par exemple, etc. Donc on apprend à comprendre son environnement. Donc ça, je pense que c'est la première ressource qu'il faut avoir si on décide de s'engager là-dedans. Ensuite, au niveau du marché actuel, c'est vrai qu'on traverse une période d'incertitude. Je reste persuadé avec l'Asie et notamment la Chine qui devient très incisive sur les marchés de la mobilité. On va devoir réimporter une partie de notre savoir-faire et puis de notre conception. Donc, je suis aussi curieux de voir comment ça évolue ces prochains temps, mais je pense que c'est un cursus qui peut être utile parce que la mobilité sera toujours nécessaire, que ce soit dans le ferroviaire, dans l'automobile, etc. Et puis, étant donné que l'industrie automobile est assez rare en Suisse, on n'a plus de constructeurs ou ce genre de choses. J'ai pu voir que tous mes collègues formés en technique automobile ont passé dans des domaines tels que ingénierie ferroviaire, domaine du poids lourd, etc. Donc, si on s'engage dans cette formation par passion, il y a toujours moyen de la recycler, vu que moi, je considère l'automobile comme être un peu le pharmacien du génie mécanique. On connaît un peu tout, donc on peut partir sur un peu tout, mais on est spécialiste dans pas grand-chose. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, le ferroviaire, l'automobile, le poids lourd, etc., c'est un peu tout interconnecté. L'électrique, le multiplexage, ce que tu citais tout à l'heure, les communications, etc. Ça fonctionne pareil chez tout le monde, on peut pas changer ça. Donc, je suis carrément d'accord avec toi sur le fait que ça va être intéressant dans ces, dans ces futures années, dans l'évolution des marchés, l'évolution des énergies, et ainsi de suite. Suivant les décisions, bah, comme tu disais tout à l'heure, des politiques et des directions et des directives qui sont prises. Nous, on est dans l'Europe, donc voilà, à l'échelle européenne, puis du coup à l'échelle mondiale. Eh ben, écoute, merci beaucoup Lionel. Déjà, merci dans un premier temps d'avoir été du coup le tout premier invité de Mecapod Avec plaisir. et de m'avoir fait confiance là-dessus. Tu savais pas à quelle sauce t'allais être mangé parce que tu n'avais absolument pas connaissance des questions que j'allais te poser. Donc, écoute, bienvenue dans la famille Mecapod. C'était vraiment ravi de t'avoir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis écoutez, les auditeurs, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à partager. Un dernier petit mot avant la fin. Je voulais te remercier de m'avoir donné l'opportunité d'être le premier interviewé. Et puis, merci à tous les auditeurs qui te soutiennent. Je suis très près de ton travail et j'aime beaucoup ta capacité à faire de la vulgarisation accessible pour tout le monde. Merci. Et puis voilà, salutations à tous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit échange avec mon ami Lionel. Je tenais à le remercier encore une fois en post-production pour, pour sa participation à ce premier épisode de Rendez-vous avec un passionné de Mecapod. Donc merci Lionel. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ce type d'échange vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, soit sur Spotify, soit sur les réseaux, donc Facebook et Instagram. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast et d'autres plateformes. Également mon site internet, donc mecapod.com, avec un accent sur le E. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée
et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Mes Capotes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.